Le 24 février 1939 paraissait dans le toujours excellent « Je suis partout » la critique de François Vineuil du film américain « Monsieur Tout-le-Monde », Thanks for Everything, texte intégral, à l'exception de quelques mots supprimés en raison de la censure sanctionnant le délit d'opinion. On lisait ces jours-ci dans la presse que je ne sais plus quel organisme américain spécialiste de l'opinion publique estimait à 58% le nombre des Yankees donnant en ce moment leur approbation morale à la politique de M. Roosevelt. C'est une manie typiquement américaine que celle de tout prétendre mesurer, depuis la longueur des spaghettis consommés dans l'année jusqu'à la foi religieuse de chaque citoyen des 48 États. Le cinéma vient de s'en emparer. Les Américains, très lourds dans la parodie des classiques en particulier, sont excellents lorsqu'ils se blaguent eux-mêmes. La joyeuse suicidée fut une assez jolie satire de leur extravagance publicitaire. Dans Monsieur Tout-le-Monde, qui est une charge des statistiques pseudo-scientifiques, le sujet apparaît malgré tout un peu court. Le début du film est réussi, franchement amusant. Un gros fabricant de cigarettes a lancé un concours. Il s'agit de désigner les marques des produits de tous ordres, chocolat, savon, bretelles, dentifrice, que les Américains achètent le plus. Un nommé Henry Smith, le nom le plus répandu en Amérique, fournit des réponses d'une saisissante exactitude. Ce garçon est un vrai devin. Le fabricant de cigarettes, qui s'appelle M. Harcourt, songe à utiliser une aussi miraculeuse compétence en créant un service de prévision commerciale. Mais pour que Smith continue à exprimer le goût de tous les Américains moyens, il faut qu'il vive lui-même en Américain moyen. On le frustre donc, délicatement, du premier prix de 25 000 $ qu'il venait toucher à New York avec des transports d'allégresse. Smith est garçon et épicier de son état. Smith devient donc un agent entre mille de la puissante agence Harcourt, sans soupçonner qu'il est l'unique soutien de cette maison. En étudiant soigneusement les prédilections de Smith, on annonce la prochaine mode des canotiers. Les Américains restent fidèles à cette coiffure légèrement archaïque. Le café et la bière que l'on boira bientôt le plus volontiers de l'Atlantique au Pacifique. L'humour d'Hollywood trouve une de ses matières favorites dans le contraste entre la frivolité d'une soi-disant administration et la solennelle importance de ses rouages visibles. Il est toujours amusant de voir la vie quotidienne d'un simple Yankee rendue par le cinéma, de même que celle des capitaines d'industrie. De part et d'autre, la naïveté, l'assurance nous confondent. Une des conséquences les plus prévisibles de l'histoire Smith, c'est que ce précieux cobaye va dérailler. Il n'y manque pas, sous l'empire d'une passion amoureuse qui lui tourne la tête. Le voilà qui se rase avec du dentifrice, qui verse de la sauce tomate dans son café. On n'ose plus le suivre dans cet ésotérisme. M. Harcourt s'arrache les cheveux. Ces sacrifices faits à la farce, qui a bien ses droits ici, le film pourrait pousser une pointe jusqu'à la peinture de mœurs, mais le style Mack Sennett s'empare de plus en plus du sujet. Un ambassadeur de pays amis vient demander à M. Harcourt de lui dire, puisqu'il sait tout, si les Américains sont disposés à faire la guerre, et quelle guerre ? M. Harcourt, après de nombreux stratagèmes, parvient à enfermer son cobaye Smith, à lui composer une petite guerre individuelle à coups de journaux truqués, de fausses émissions radiophoniques. On se croirait dans l'antre des Kérylis, Tabouis et autres brossolettes. Observons ici un trait de psychologie américaine qui dépasse le petit film en question et en dit plus long que 100 discours diplomatiques. Les d'Hollywood sont bellicistes dans l'âme et l'ont montré autant qu'il était en leur pouvoir, surtout quand il s'agit de nos affaires d'Europe. Mais ces sont avant tout des commerçants. Comme tels, ils étudient de près le caractère de leur clientèle. Ils le connaissent bien. Ils se sont donc bien gardés de montrer Smith comme un foudre de guerre de la grande démocratie. Smith
à l'annonce de 100 dramatiques incidents un peu lointains, demeure un pas vide. Il s'ingénie même, par prudence, à se faire réformer. Smith, simple caboche, n'a aucun goût pour les croisades idéologiques. Il ne sortira de sa superbe indifférence qu'en apprenant le bombardement de New York par des avions ennemis. N'est-ce pas un assez fidèle reflet des sentiments de quelques 100 millions d'Américains? Smith, ayant décidé dans sa colère de s'engager incontinent et courant mettre son projet à exécution au milieu de la ville paisible, l'épilogue du film ne peut être que burlesque. On l'aurait accepté de bon cœur si le rythme avait été lui-même accéléré, dans la bonne tradition des numéros de Fields et de toutes les petites bandes que le Studio 28 nous montra naguère. Mais l'imagination du metteur en scène est plus lourde que féconde. On sourit sans doute de la poursuite dans l'asile de fous où l'excellent Smith a été interné non sans mal. Mais il faudrait que nous puissions rire aux éclats pour ne plus songer à la puérilité assez grossière de ces pantalonnades. En somme, la comédie a tourné court et la farce est un peu décevante. Jack Haley est un Smith aussi anonyme que possible et assez amusant avec sa bonhomie et son ingénuité. Jack Oakie, le héros naguère de Symphonie burlesque, soutient bien le train de tout ce qui est grosse plaisanterie. Adolphe Menjou est beaucoup mieux à son affaire dans des rôles plus poussés où il peut utiliser son intelligence et sa discrétion.